Bonjour à toutes et à tous, c'est l'émission numéro 74 et c'est une émission un peu spéciale. On a eu une émission qui était le 31 mai, rappelez-vous le 31 mai, ce qui s'est passé. C'était une émission spéciale rhétorique avec une confrontation sur le jeu Le Babel. Alors voilà, c'est le jeu que Jean-Louis nous montre actuellement à l'écran. Le Babel, le jeu de cartes Le Babel. On vous mettra le lien si vous voulez vous aussi vous procurer ce jeu et vous amuser avec vos proches. La rhétorique est aussi là pour vous amuser. Très bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous propose de faire un petit flashback. Qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière? Enfin, pas la semaine dernière, le 31 mai, il s'est passé une compétition et il se trouve qu'il y a eu 4 cartes de jouer par chacun des 3 protagonistes et 13 points ont été distribués. Alors 13 points, c'est super, mais il se trouve quand même que c'est Jean Bruno qui a gagné. Jean Bruno a gagné la première manche. Alors, ce n'était pas possible de le laisser gagner comme ça sans avoir une revanche avec les 4 cartes qui nous restent. Et aujourd'hui, nous allons pouvoir nous affronter pour la revanche et déterminer qui est le champion de la rhétorique parmi nous 3. Et puis, en espérant qu'on puisse faire ce jeu-là, non plus sur une émission, mais en direct, en présentiel avec vous, pour continuer à vous amuser avec les mots, parce que l'essentiel de la rhétorique, c'est un jeu sur les mots, et c'est une compréhension aussi des messages, des discours qui peuvent vous influencer sans que vous vous en rendiez compte, parce que vous ne connaissez pas la structure. Donc, ces 2 aspects-là vont être vus aujourd'hui, et aujourd'hui, donc, il nous reste 4 cartes. Et je vous garantis, je ne me laisserai pas faire. Moi, c'est hors de question aussi que je me laisse faire. Hein. Parce que Jean Bruno, il a gagné, mais juste parce que c'était la fin. La partie n'est pas finie, c'est ce que vous voulez dire. Oui. Vous n'avez pas dit votre dernier mot. Oui, c'est ça. Et on va le faire en prose. Bien. C'est tout l'art de la métamorphose, de faire des raisonnements en prose. Oui, c'est une bonne chose. Voilà. Bon, c'était à Jean-Louis alors, il me semble. C'était à moi. Oui, c'est normal, non? C'est normal que ce soit moi qui. Je vois le tableau, il est vraiment. Voilà, Jérôme, il est vraiment bien organisé. Alors, voilà. Donc, je tire une carte. J'ai une carte, c'est le raisonnement déductif. Ah. Raisonnement déductif. Vous savez ce que c'est qu'un raisonnement déductif? C'est pas mal. Ouais. C'est marqué sur sur la carte. C'est ça qu'il y a de bien, en fait. C'est que tout est marqué sur la carte. Il y a marqué raisonnement déductif. C'est moyen de trouver des résultats. Jean-Louis, tu es sûr que c'est déductif que tu as dans ton jeu? Je crois qu'on l'a déjà fait, le déductif. Mais ouais, mais on a déjà fait, mais moi, j'ai ça. Donc, c'est peut-être toi qui a tiré un raisonnement déductif, mais sur mon jeu, moi, j'ai raisonnement déductif. Alors, allons-y. Alors, peut-être que toi, c'est ça, c'est comme on joue chacun avec un jeu, parce qu'on est à distance. Donc, voilà, on a fait le choix de jouer avec son jeu, son propre jeu. Et donc, ça fait que on peut avoir l'impression, c'est pas la même chose que si on était tous ensemble. Il n'y aurait pas sur le coup de risque. Mais moi, je trouve que c'est plus intéressant parce que là, on a la possibilité d'éventuellement faire des batailles. Hein. Donc, comment? Si on tombe sur la même carte, voilà. Si je tombe sur. Si on tombe sur la même carte, ouais. Si je tombe sur... Mais moi, j'ai tiré raisonnement affectif là. Quand ça sera bon, comme ça, il n'y aura pas. Et toi, qu'est-ce que tu as tiré? Moi, j'ai tiré affectif. Comment tu dis, Jérôme? Tu as tiré quoi? Affectif. Donc il va y avoir bataille. Okay. Alors, moi, un raisonnement déductif, hein, il y a un exemple. Il y a un exemple avec 7 litres de carburant, je parcours 100 km. Avec 70, je parcours 1000. Alors, on comprend tout de suite ce que ça veut dire. Un raisonnement déductif,
ça ne va pas être trop difficile pour moi, non? Si? Vous me laissez un petit peu de temps quand même pour réfléchir? Oui, vas-y. Bon. Fais-en bien. Parce que bon, c'est pas forcément simple, hein. Non, c'est vraiment que chaque argument qui suit va être validé par le précédent. Donc, il faut que Oui. tout se déduise et c'est un peu comme, c'est assez mathématique finalement. Ouais, donc c'est assez mathématique, mais c'est pas forcément mathématique, si? Non, pas forcément. Non. C'est des arguments qui vont être induits par le précédent. C'est alors, tu viens plus aux soirées? Alors le mec il répond bah non, en ce moment j'ai du travail. Et alors, Ouais. son collègue lui dit mais justement, viens, ça te détendra. Ça, Ah, mais non, ce qui est sympa, c'est que c'est moi qui dois le faire. Quand même. Oui, vas-y, bonne chance. Donc, moi, je veux bien que tu peux engranger les points si tu veux, comme ça, mais c'est quand même abusé parce que c'est moi qui réfléchis et puis c'est toi qui donnes la réponse. Tu me demandes Donc, si c'est mathématique, donc je te dis que ça peut ne pas être mathématique. Le déductif, il faut vraiment que les arguments coulent de source. ouais, mais je te remercie de m'aider parce qu'en fait, c'est pas le but du jeu non plus. Je te mets la pression, en fait. C'est plus rigolo. Non, ouais, enfin, pour me mettre la pression, tu sais, il y a des gens qui veulent partir pour faire du ski et en fait, il n'y a pas de neige. Donc, ils vont être embêtés. Ça veut dire tout simplement que pour pouvoir faire du ski, il faut de la neige ou ça dépend si tu fais du ski nautique, il faut de l'eau. Mais maintenant, il y a des gens qui font du ski sur l'herbe. Donc, en fait, pour bien comprendre ça, le raisonnement déductif, c'est que pour faire du ski, il faut avoir des skis, souvent des bâtons, et une piste glissante. Donc là, on pourra faire du ski. Voilà, mon raisonnement déductif est là, c'est tout simple. Hein. On est très très loin de ta manière de voir les choses, mais tu vois qu'en me laissant un petit peu de temps de réflexion, ben, j'arrive à faire un raisonnement déductif qui n'est pas mathématique. C'est ça. Super. Donc, voilà. Donc, c'est ça. Bon. Alors, effectivement, je crois il y a différentes manières de faire et je crois que tout à l'heure, je le dis entre parenthèses et que personne ne voit, je crois bien que Jérôme avait raison, mais c'est pas grave, c'est fait. Alors, quoi qu'il en soit, ce qui est intéressant, c'est que finalement, si je peux me permettre, on a l'impression quand même qu'il y a un lien de causalité dans le raisonnement déductif. Oui, il y a, il y a des relations certaines de causalité. Ouais. Et puis sur la forme, on est vraiment dans le cadre sémantique d'un syllogisme ou d'un antimème. Le raisonnement déductif, il fait partie normalement des antimèmes et des syllogismes avec la formule une proposition, or une deuxième proposition, donc une conclusion. Là, c'est très déductif, le raisonnement syllogisme ou le raisonnement de l'antimème. Allez, ça vaut un point. Un point pour Allez, Jean-Louis. ça c'est fait. Ça c'est On fait. ne va pas se laisser avoir. Bravo, mais on va quand même Bon, se battre. donc il y a une bataille. Vous avez annoncé une bataille là. Ben oui, le raisonnement affectif. Allons-y. Alors, je vais vous dire quand même le raisonnement affectif qui a marqué sur la carte. Oui. Raisonnement avec des notions affectives. Tout élément relève de la sensibilité émotionnelle. L'émotion prédomine sur la raison pour prendre l'apparence de la logique. Alors, bien sûr, vous avez tous en tête Blaise Pascal qui disait « Le cœur a ses raisons que la raison ignore », même si la raison, là, n'a pas le même sens dans une des propositions et dans l'autre, mais c'est un raisonnement qui est affectif. Alors, raisonnement affectif, ça c'est plutôt simple à trouver. On va partir sur quelque chose où la sensibilité émotionnelle va prédominer. Je dirais que les gens qui ont le cœur sur la main ne sont dépouillés de rien quand ils l'offrent. Parce que l'amour grandit quand on le partage. Ah ben dis donc, tu fais fort. Allez-y. Ben, venez vous battre. Alors, un raisonnement affectif, c'est la même carte. Je dirais que quand j'aime, quand je suis dans une homéostasie d'amour à l'intérieur de moi, eh bien, ça me pousse à être solidaire de mon prochain.
Et c'est peut-être la base de la solidarité, car sinon, tu ne m'aimerais pas. Bon, ok, on est sur la bataille, donc je vais pas me laisser faire, je vais rebondir. Hein. Je vais rebondir, je vais repartir sur un truc que vous avez déjà entendu, à peu près. L'ennemi de mon ennemi est mon ennemi, et celui de mon ami. N'en déplaise au prof de maths, ce n'est pas forcément mon ami. Ouf. À moi. Une caresse, une accolade, un mot gentil, une attention. Et hop, je dirais qu'on est déjà dans une relation, un bon début de relation amicale. Donc là, tu me challenges, il faut que j'essaie de trouver autre chose. Ah Alors, oui, lequel des deux va gagner? Bah, Allez, attention. Caresse de chien donne des puces. Ah non, 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 c'est pas acceptable. c'est quoi ça? Non, non, c'est pas acceptable. D'accord, d'accord, c'est affectif. Mais bon, c'est quand même pas très affectif. Tu as voulu aller trop vite, là. Caresse de chien donne des puces. C'est vrai, c'est vrai. D'abord, le mot caresse, il a été employé tout à l'heure par Jean-Bruno. Ah oui. Donc déjà, ça c'est pas bon. Mais en plus que ça donne des puces, c'est pas très affectif. C'est plutôt vrai, quoi. Ah, vous n'êtes pas charitable. Ok, Non, d'accord. non, c'est vrai. Non, non, non. Moi là, j'aurais bien voulu que ce soit pas Jean-Bruno, mais là, tu sais bien. Mais bon, quand même. Là, si c'est pour les gens qui écoutent, là, c'est pas acceptable. Alors, c'est Ok, vrai, je comprends. vrai que c'est une métaphore, hein, ce que tu dis. En même temps, Jérôme, ça aurait pu fonctionner, mais là, ça ne nous donne pas. Tu parles du chien, ouais, ouais, ouais. Mais Bon, et Jean-Bruno, tu n'en as pas une autre là pour bien marquer le terrain, pour bien marquer ton point là, parce que si tu gagnes ton point, c'est bon. Et là, si tu as quelque chose. oui, je dirais qui même me suivent et les autres peuvent bien me détester. Tant pis pour eux, c'est dommage, parce qu'on pourrait peut-être trouver matière à s'entendre, à trouver de l'entente, même avant de s'aimer. Ça te va bien. Ça te va bien avec tes chansons que je connais sur hein. Ça, c'est L'amour, tout à fait l'amour, toi. toujours l'amour. L'amour. Ouais. Bon, ok. Ok, ben le point est pour toi, Jean-Bruno. Ah, merci les amis. C'est un plaisir. Ouais, ouais. C'était pas mal. Alors, moi, j'ai tiré maintenant le sophisme. Ah, Ah Alors, ben, je l'ai ça, aussi. ah ouais? ah moi aussi, j'ai sophisme là. Waouh, waouh, non, mais attends, c'est un petit peu trop là. C'est un petit peu trop. Donc, moi, je vais commencer parce que en vous disant que euh, un bon sophisme, hein, c'est simple. C'est simple, c'est par exemple, c'est pas parce que je peux pas prouver quelque chose que ça n'existe pas. Euh, Par exemple, je peux pas prouver l'existence, enfin, d'ici d'où je suis, je peux pas vous prouver que la Terre est ronde. N'empêche que la Terre est ronde. De fait, je peux vous dire à partir de là que c'est pas parce que je peux pas vous prouver que j'ai vécu 1000 ans que c'est pas vrai. Ouais, il y a une affirmation qui fait la base, il y a un sous-entendu, tu parles de quelque chose qui fait Ça- partie de ce qui est culturellement admis, Ouais. une conclusion qui en découle, bon, sophisme par ignorance, quoi. oui, c'est un peu un raisonnement de sophisme par tautologie. C'est assez, ça tourne en boucle, quoi. Mais avec une bonne affirmation autoritaire, ça peut passer. Mais je pense qu'il faudrait Comment ça? rappeler que Attends, je te ferai remarquer que on a inventé comme ça plein d'amis imaginaires dans lesquels les gens croient. C'est le sophisme, c'est l'un des fondements des croyances. oui, après, Et c'est donc, l'argument du syllogisme, c'est la manière dont tu amènes ton raisonnement qui va ouais. devenir sophistique. On comprend que tu veux tromper. Le sophisme veut Bah, tromper. attends, vas-y, fais-le toi maintenant. Parce que blablabla, Alors, blablabla, mais attends, pour l'instant, tu veux gagner, eh ben, si tu veux gagner, il va falloir que tu en fasses un aussi, parce que je te rappelle qu'on est en bataille. c'est vrai, c'est vrai. Je peux peut-être déjà rappeler ce que c'est qu'un sophisme de base. C'est par exemple
le fainéant ne travaille pas, un fainéant ne travaille pas, un chômeur ne travaille pas, donc un chômeur est un fainéant. Voilà. Tu vois, deux affirmations, une prémisse mineure, majeure, mais qui sont toutes les deux fausses, et avec une déduction, une conclusion fausse aussi, mais qui embarque l'esprit, qui embarque le spectateur dans une affirmation fausse. Donc ensuite, qu'est-ce que je peux faire moi comme sophisme? Ça va pas être facile parce que tu peux y aller avec la théorie. Vas-y, passe à la pratique maintenant. Tu parles de voyage en avion. Or, tu n'as jamais fait de voyage en avion que je sache. Donc, je ne vois pas pourquoi tu commenterais l'utilisation de l'avion et ce type de voyage. Ouais. Ouais, ouais. Bon, c'est à mon tour. Je vais essayer Ouais. de vous rincer. Vas-y. Et ce qui caractérise les animaux est l'absence de raison. Ouais. Donc, un humain irrationnel est un animal. Ah, c'est pas mal. Et là, Ouais, ouais, ouais. C'est possible que. Ouais, c'est possible. Direct. Il manquerait ton or, donc pour que ça soit encore plus fort. Alors, moi, je me demande, parce que c'est encore un mois, donc, hein, puisque ça me revient, je crois que je vais vous mettre à genoux là-dessus, parce que le sophisme, tu vois, c'est pas pour dire, mais c'est quand même l'une des bases importantes du discours et de la manière d'embarquer les gens. Tu vois, quand je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'un des points d'appui des croyances, mais ça peut être aussi un point d'appui des pseudosciences. Bien sûr. Hein, parce que les pseudosciences, c'est quand même assez fort. Donc, tu sais, quand on parle de psychanalyse, surtout par exemple, pas forcément de psychanalyse, des approches qui traitent de la folie, hein, qui mieux qu'un fou, pourrait parler de folie, tu vois, parce que c'est celui qui expérimente les choses qui peut vraiment en parler. Ainsi, quand on regarde la situation, comment les hommes peuvent-ils s'autoriser à parler des situations des femmes enceintes? Donc, voilà, c'est comme l'affaire des droits. Hein. Je ne vais pas faire d'extrapolation plus que ça sur les droits, l'égalité des droits, mais il n'y a qu'une personne en situation d'inégalité de droits qui pourrait parler de ce que c'est que l'inégalité. Celui qui est en posture d'égalité de droit. il est pas mal celui-là. Il est pas Allez au mal. boulot. Ça veut dire que tous ceux qui ne sont pas experts de la matière ne peuvent pas parler. Alors qu'aujourd'hui, on a l'inverse souvent. Il y a l'ultra-crépidarianisme, si je ne me trompe pas sur la Oui, prononciation, qui est un peu évoqué dans ce passage-là. oui, ouais, ouais. Il y a un gars qui s'appelle Étienne Klein qui fait pas mal de choses là-dessus, qui en a fait. Et il a voulu tacler au moment de la crise organisée de la Covid, il a voulu tacler les personnes qui parlaient de choses dont elles n'avaient aucune expérience, aucune compétence pour en parler. Et souvent, c'était ça. Il faut que vous soyez médecin pour parler de la médecine, il faut que vous soyez ceci pour aborder cela. Hein, c'est toujours ça. Donc, il faut être fou pour parler de folie. Hein, et c'est comme ça que vous ne faites pas de politique. Ah, mais donc vous pouvez pas prendre de décision. Mais par contre, vous devez aller voter pour moi. Hein, mais vous n'avez pas la compétence pour. C'est très habile. L'ultra-crépidarianisme, je pense, dénonce celui qui en parle, pour pouvoir dire que les autres ne sont pas compétents pour pouvoir parler de ça. Hein, donc voilà. Ouais, Donc, c'est un sophisme à part entière. vous avez du boulot. Ben non, tu viens de me donner en fait mon prochain sophisme. Vas-y. Ça tombe bien sur un argument d'autorité. Une élection, c'est un recrutement démocratique. Tous les Oui, parlementaires sont donc compétents pour voter les lois, même s'ils ne sont pas juristes. ouais. Oui, oui, paradoxalement, oui. On y croit. On y croit.
On y croit à mort. Hein. On le voit, on comprend tout de suite d'ailleurs pourquoi il y a autant de textes de loi qui ne sont pas appliqués. Et pourquoi il y en a beaucoup qui ne devraient pas être appliqués d'ailleurs. Mais bon, il y a des sophismes quand même qui vivent bien. Hein. Oui, ça me fait penser, puisque c'est à moi. J'en profite, j'ai réfléchi et effectivement, tu m'as donné cette idée aussi avec ton exemple, Jean-Louis. Oui, de la compétence, quoi. Tu fais des prescriptions médicales tout le temps. Or, tu n'as fait aucune étude de médecine, tu n'es pas médecin. Donc, tu n'as pas d'avis à avoir sur les décisions médicales. Là, c'est dans le même genre. Ouais. Ça vous plaît? On a déjà utilisé ça. Hein. Ouais, ça, non. On a déjà utilisé ce type d'information, ce type de truc. Je l'ai dit d'ailleurs. C'est intraitable, là. Oh ben, attends, c'est un peu facile tout à l'heure. Je me suis fait rétamer sur un truc qui était potentiellement passable. Alors là, on va pas te laisser passer. Hein. Bon, ben, Ouais. il n'y a pas d'entente à trouver sur ce truc-là, alors je me fais avoir. Non. Moi d'ailleurs, tu vois, j'ai encore de l'inspiration. Mais j'ai encore une inspiration parce que tout récemment, j'avais un problème avec un coupe-fil, tu sais, un coupe-bordure. Oui. Donc, et ce que j'ai fait, c'est que parfois, tu fais des trucs qui sont inutiles. J'en ai acheté un autre. Et alors? Et donc, mais je te dis vraiment, tu vas voir, ça vient. Donc, j'en ai acheté un autre. Et donc, quand j'ai acheté le coupe-bordure, ben, j'avais l'autre qui était en panne. Et j'ai regardé, à partir du moment où j'avais mon autre coupe-bordure, je me suis dit, mais quand même, c'est bizarre. Il n'était pas si pourri que ça, celui que j'avais. Donc, je l'ai démonté et je me suis mis à le réparer. Tu vois? Donc, et puis, tu vois, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un coupe-bordure qui vaut 150 ou 160 euros. Et puis, j'ai acheté j'ai acheté le moteur pour remplacer le moteur du coupe-bordure qui ne fonctionnait plus. Et j'ai réparé le coupe-bordure. Donc, tu vois, je me dis que ça m'a coûté plus cher, finalement, même de remplacer le moteur. Bon, mais c'est vrai que c'est une accumulation de mauvaises expériences. Mais je crois que, non, mais là, je crois que je me suis embrouillé là. J'ai quelque chose là-dedans. Tu vois, c'est que en fait, ça coûte plus cher de réparer les choses qui sont abîmées. Attends, j'ai un truc là-dedans. J'arrive pas à. Je vois bien que j'ai un bout de raisonnement. je me suis égaré. Donc, vous voulez pas m'aider, non? Non, mais tu peux abandonner si tu veux. Voilà. Tu peux déclarer forfait sur ce coup-là. Moi, j'aurais peut-être dit, on dit qu'il vaut mieux acheter neuf plutôt que réparer. Bon, ça c'est ton postulat de base. Or, j'ai un coupe-fil dont j'ai changé le moteur et ça m'a coûté moins cher. Donc, tu vois, et là tu arrives à ta conclusion, donc ça coûte moins cher de réparer plutôt que de… En réalité, vu le temps que j'ai passé et le prix que j'ai payé pour réparer le truc, il valait mieux que j'en achète un neuf. Voilà, donc il faut faire le raisonnement en sens inverse, effectivement. Ouais. Donc, tu vois, réparer les choses abîmées, ça coûte plus cher que de les remplacer. Voilà. Alors que le prix affiché, a priori, paraît plus élevé si on achète le neuf. Ouais, ben, tu vois, comme quoi ça demande un peu de réflexion avant de faire un bon sophisme. Oui, ça demande de la réflexion, mais c'est très trompeur parce que c'est ce qui fait la société de consommation, en fait. C'est clair. Hein, c'est des sophismes comme ça qui font les sociétés, qui justifient la société de consommation. On se retrouve à aller acheter plein de trucs neufs parce qu'on se dit que ça va nous coûter moins cher. Et oui, parce qu'on travaille et puis que ça va nous permettre de gagner du temps. Donc c'est ça, c'est très trompeur. C'est acceptable quand même mon truc là, non?
Oui, oui, bien sûr, on comprend l'idée. C'était un peu pénible, On comprend l'idée, on comprend l'idée. mais c'est comme ça qu'on trompe les personnes. C'est en embrouillant un peu l'esprit, non? Ça marche aussi. Ça marche aussi. Bon, allez, Bon, À toi, euh, non? c'est à moi, c'est à moi de répondre, d'essayer de trouver un truc. Je vais peut-être essayer d'aller chercher dans ma mémoire des éléments. Bah, tu viens de parler de trucs chers, d'argent, d'achat. Ouais. Euh, allez, je vais utiliser celui-là. Tout ce qui est rare est cher. Ça, tout le monde le sait. Les diamants, pas je te beaucoup, vois donc c'est arriver. cher. Je te vois arriver. Attends, tu pourrais être surpris. Un cheval bon marché Ouais. est Ouais. rare. Eh, eh. Ça, c'est un vieux truc, hein. Attends, je te donne ce que j'ai. Hein, j'ai pas beaucoup aujourd'hui. Donc, un cheval bon marché est cher. Ouais, mais ça fonctionne en termes de sophisme, mais il est très connu. C'est vrai c'est un des Ouais, sophismes ouais, ouais. les plus C'est quand même connus. très connu. Voilà, ça embrouille, ça nous embrouille. Euh, voilà, c'est fait pour ça. Moi, je dirais que tout ce qui est mouillé est trempé. Vous êtes d'accord? Ouais. Donc, tout ce qui est mouillé est trempé. Alors, tout ce qui est trempé n'est pas forcément mouillé. Non, Et mais c'est vrai. Donc, l'eau n'est pas forcément trempée. C'est peut-être bizarre, non? Ah, c'est joli en tout cas, c'est presque poétique. Ah, mais je te remercie. Hein, pour le reste, je te ferai remarquer que pour tout ce qui est trempé, c'est par exemple l'acier trempé. Ah oui, Ah, bah oui, et l'acier trempé. Donc, en fait, ça, tu vois, jeu ça de peut être mots. Voilà. trompeur. Ah, il y a un jeu de mots en plus. Il y a ouais, un le jeu de mots. trempé, C'est la diaphore, en fait, hein, qui me permet de faire ce syllogisme. C'est Mais tout ce qui est mouillé est trempé, mais tout ce qui est trempé n'est pas mouillé. Donc, l'eau ne serait pas forcément trempée. De fait, parce que l'eau est mouillée, mais elle n'est pas trempée. Elle n'est pas trempée dans quelque chose. Tu vois, on peut jouer là-dessus. Et je crois qu'il y a beaucoup de manières de jouer sur les mots dans les sophismes. Il y a cette manière de faire, de jouer sur les mots, sur l'inattention des interlocuteurs. Et puis aussi sur la manière de ce que tu disais, Jean-Renaud, c'est le fait d'avoir l'argument d'autorité, hein, de pouvoir le dire, bah, c'est comme ça. oui, de pouvoir Alors, l'affirmer et puis d'avoir le cadre aussi. Tu vois, moi, par exemple, se reprendre ton exemple, je dirais l'eau qui mouille trempe. Ah, c'est mon postulat de départ, la prémisse majeure. Or, tout ce qui est trempé n'est pas forcément mouillé. Là, effectivement, je pense à ton acier trempé. Donc, l'eau ne trempe pas. forcément. Voilà, donc l'eau ne trempe pas. Pour être dans un sophisme, je dirais l'eau ne trempe pas. Je Ah dirais, ben, de fait, l'eau, là, ça embrouille la tête, tu vois. ouais, ben bien sûr, mais c'est souvent ça, et les personnes ne se rendent pas compte que dans des élections, dans des discours, hein, comme il y en a qui ont pu dire, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. C'est pas un sophisme, c'est quand même un constat, mais à partir de là, tout est autorisé, c'est-à-dire on peut embrouiller la tête de tout et n'importe qui. Alors on a, Parler d'une diaphore, juste pour que les auditeurs nous comprennent, peut-être ouais. juste dire que c'est la diaphore, c'est le fait de répéter un mot qui a déjà été employé dans la phrase en lui donnant une autre nuance de signification, un autre sens. Le cœur a ses raisons. Voilà. la raison ignore. Eh oui. Alors c'est pas du tout le mot raison a effectivement plusieurs sens. C'est diaphore, c'est un éclairage sur plusieurs manières de dire. Hein. C'est fort, c'est phosphoré, hein. Produit. Ce qui n'est pas forcément facile pour tout le monde. Il y a un truc qui est intéressant, tu disais Jean-Louis, que quand il y a des jeux de mots, ça permet aussi de faire passer des sophismes, des syllogismes. Il y a cet élément de structure, de son aussi, sur le jeu, sur les sons des mots, Ouais. qui amène quelque chose d'agréable à l'oreille, d'esthétique, et qui fait que on peut être embarqué par la belle structuration qui nous est proposée et faire passer le sens en second plan. Bien sûr, surtout si tu rajoutes, comme tu dis, Jérôme, une allitération, donc des mots qui vont jouer sur les sonorités répétées. Et ça, c'est encore plus fort. Là, l'esprit est embrouillé, il est bercé
l'écoute est bercée et donc va contribuer à empêcher le rationnel de garder le cap. Alors, donc, on prend les cartes suivantes. On a fait le sophisme. Ah, là, cette fois-ci, j'ai un syllogisme, moi. J'ai le syllogisme qui sort. Hein. Alors, sur le syllogisme, puisque tu rappelais tout à l'heure qu'il fallait redonner les sons sur les significations, il y a marqué sur la carte raisonnement déductif dont, alors c'est un raisonnement, hein, le syllogisme, c'est un raisonnement déductif dont chaque affirmation est vérifiable sans sous-entendu. Il est composé de 3 propositions, une majeure, une mineure et une conclusion. Voilà, donc c'est comme le sophisme, mais sauf que la première affirmation, la première proposition, dans le sophisme, elle est souvent pas vérifiable, quoi. C'est une affirmation d'autorité. Parfois, c'est la deuxième. Parfois, c'est la deuxième. Parfois, c'est la deuxième. D'ailleurs, ça m'inspire. Parfois, la conclusion aussi est complètement fausse. Elle est déduite d'une cause, par exemple. Ou d'une interprétation. Ou d'une interprétation. Tout à l'heure, tu vois, tu parlais de l'eau, là. Il y a, par exemple, un sophisme qui affirme la conséquence dans la conclusion. Oui, mais si tu donnes des exemples maintenant, ça va peut-être nous empêcher de faire de travail sur le syllogisme. Oui, je revenais sur le sophisme du mouillé, parce qu'il y a un exemple qui est très connu qui dit « s'il pleut, alors le sol est mouillé ». Or, le sol est mouillé, c'est donc qu'il a plu. Tu vois, ce genre de conclusion, alors que les prémices peuvent paraître justes, et elles ne le sont pas. Quand on dit « or le sol est mouillé », mais le sol peut très bien être mouillé, non pas par la pluie, mais parce que, je ne sais pas, il y a eu sur la place du village un vendeur de poissons et il y avait des glaçons et sous le camion, quand il est parti, le sol était mouillé. Mais le mec arrive et qui dit « ah, bah, s'il pleut, c'est que le sol est mouillé. Or, le sol est mouillé, donc il a plu. » Et voilà comment on est embarqué dans des sophismes qui parlent de l'affirmation, de la conséquence, de la cause, etc. Et ça nous embrouille. Donc, je peux dire que sur le syllogisme, parce que c'est mon truc là. Oui, à toi. Alors, le syllogisme, c'est vraiment cette organisation-là, mais avec des prémices justes, normalement. Et vous en êtes où? Quelle carte vous avez tiré? Moi aussi, j'ai pris syllogisme, c'est incroyable. Je l'ai dans mon jeu aussi. Non, c'est la loi des séries, là. C'est la loi des séries. C'est la carte 11, ouais, d'accord. Alors, il y a marqué, il y a un exemple, c'est recourir aux tribunaux consiste à se soumettre à la décision d'un tiers. Ah, ça, je pense que ça doit être un médiateur qui a fait cette carte. Tu vois, c'est recourir aux tribunaux consiste à se soumettre à la décision d'un tiers. Or, se soumettre est contraire à l'exercice d'une liberté, jusque-là. Hein. Donc, le recours aux tribunaux n'est pas une liberté. Waouh, ça cogne. Si tu fais aussi bien que ça, là, franchement, imparable. C'est moi qui l'ai écrite, celle-là. Ah oui, je sais. C'est moi qui l'ai écrite. Alors moi, je vais faire plus simple quand même. Je vais dire tous les humains doivent boire pour vivre. Mais j'ai envie de faire un sophisme quand même. Oui. Ça me donne envie. C'est tous les humains doivent boire pour vivre. Donc, boire de l'alcool, c'est bon. Ah oui. Non, mais bon, non, attends. Et j'ai dit que c'était comme ça. Non, j'ai dit bon, tous les humains doivent boire pour vivre. Or, je suis un humain, donc je dois boire pour vivre. De base. Hein? Ah oui, ça marche. De base. Mais moi, je dis bon, donc champagne. Attends, il y a bataille quand même. Hein. Oui. Tu peux boire du champagne pour vivre aussi. Ah, d'accord, ok, je veux bien, mais quand même champagne. Ça marche. La prochaine fois qu'on se voit, il y a du champagne. Ok, ça marche. Pour moi, c'est un rattrapage. Alors, la dernière chose dont je parlais, c'était les chevaux, donc je vais continuer sur les chevaux. Tiens, les chevaux sont des mammifères mortels. Jusque-là, vous êtes d'accord? Oui, jusque-là, ça va. Or, les mustangs sont des chevaux mortels. Vous êtes d'accord? Le mustang est donc un mammifère mortel et Socrate aussi. Et oui. Ouais, ça peut passer, ça. Et oui, parce que tu te réfères au parfait syllogisme qui parle de Socrate. Tous les hommes sont mortels. Or, Socrate était un homme, donc Socrate est mortel. Et effectivement, c'est imparable. Toutes les prémices sont vérifiables. Ça fonctionne. C'est très bien. Mais en fait, il fallait préciser que le Mustang, ce n'était pas la voiture.
Ah oui, quand même. Oui, c'est On vrai. aurait pu rebondir là-dessus, oui. C'est vrai Ouais, qu'il ouais, non, mais piquait. bon, on avait compris que c'était les chevaux en question. Mais quand même, je trouve que bon, bref. Jean-Bruno, c'est à Bon, toi alors, maintenant. moi, je dirais, en, en- en démocratie, le principe de la légitimité présidentielle passe par l'élection. Or, les représentants des associations sont aussi des élus. Donc, ils sont légitimes à être des présidents. Vas-y, remets le couvert, va. Remets, remets. En démocratie, le principe de la légitimité présidentielle, Ouais, ça passe par l'élection. Or, ouais. les représentants des associations sont des élus. Ils sont même parfois des présidents d'associations, donc ils sont légitimes à être présidents. Ouais, ça tourne un peu en boucle, mais ça me paraît. Il y a peut-être un peu d'abus dans le fait de dire légitimité présidentielle, parce qu'on pense au président de la République. Ouais. Et on peut pas vraiment vérifier cette hypothèse-là parce que oui, présidentiel, oui, président d'une association, il est président. Et là, Oui, tu parles voilà, de c'est ça. légitimité présidentielle d'État. Oui, pour un républicain, quoi, le chef de la patrie pour certains et le chef de Ouais, moi je trouve ça très gouvernement. tendancieux quand même aussi. Ouais. Moi je trouve ça tendancieux parce que en fait, tu vois, quand on crée une association, Ouais. on fait, si on est deux, on va créer l'association, ce qui est possible. On procède à l'élection Non. à deux. Oui, c'est un peu abusif, c'est vrai. C'est plutôt un sophisme, ou alors, non, je dirais, c'est un paralogisme. C'est-à-dire qu'il y a la structure et c'est pas complètement vérifiable. Donc, c'est un paralogisme, c'est-à-dire que je ne veux pas tromper en disant ça. Mais c'est un petit peu abusif. Voilà, Ouais, ben, dans le sophisme, ce qu'il y a, c'est l'intention de tromper quand même. voilà, c'est ça, il faut bien le préciser. Ouais, d'accord, ok. Donc, il y a du boulot à faire du côté de l'intégrité politique, tu veux dire. Ben Non, oui. mais voilà, c'était ça. C'est bon. On va pas parler plus que ça de la démocratie. Et maintenant, alors, euh, c'est Ben, c'est à ton tour de répondre. ouais. À Ben, toi. moi, je vais vous dire un truc. Je vais vous parler, puisque tout à l'heure, tu as parlé des animaux. Moi, je vais parler des oiseaux. D'autant plus que je peux vous raconter une petite histoire qui a de rien du tout. Depuis quelque temps, il y a un chat chez moi. Il y a un chat, une petite chatte, sympa. Et ça m'est arrivé de raconter des histoires, le temps, tu sais, les préliminaires qui sont longs, etc. Tu vois, mais je vais pas c'est pas cette histoire-là que je vais vous raconter sur sur les préliminaires. Le préliminaire de la petite chatte, oui, d'accord, ok. Ouais, d'accord. Et donc, c'est une vraie histoire, c'est une fable. Vous tapez ça sur un Google, vous allez trouver l'histoire. Mais elle a attrapé un oiseau. C'est incroyable. Elle a attrapé l'oiseau, elle a piqué l'oiseau à un autre chat. C'était un petit merle qui était tombé du nid. Et cette petite chatte qui a 6 mois, hein, elle est allée lui piquer à l'autre l'oiseau et elle ne l'a pas tué. Elle s'amusait avec. Donc, je suis allé faire le sauveteur de l'oiseau et me dire, ah ben ouais, mais qu'est-ce que tu te mêles de la nature, etc. Elle avait emmené l'oiseau sur le tapis de la maison. Donc, elle était en train de le plumer. Tu vois. Donc, je dis, bon, attends, on va arrêter ça. On a été plusieurs à s'y mettre quand même. Hein. Donc, elle a lâché l'oiseau, puis je suis allé déposer l'oiseau dans quelques bosquets, lui disant peut-être qu'un jour, tu me remercieras, tu reviendras vers moi. Mais l'ingratitude des oiseaux est connue. Donc, les Jérôme, oiseaux, sur le coup, les oiseaux ont tous des ailes. J'ai pu vérifier, enfin, tu vois, les oiseaux ont tous des ailes. Or, le kiwi n'a pas d'ailes, donc le kiwi n'est pas un oiseau. tu as remarqué, Jérôme, comme il prend le temps, il nous raconte une histoire, le temps qu'il pense à son sophisme, là.
À son Non. syllogisme. C'est un syllogisme. Mais ce qu'il faut dire, c'est que le kiwi, c'est un oiseau. Eh oui, c'est Ah joli. ouais, Toi, tu ramènes en plus des jeux de mots dans tes syllogismes, là, c'est fort. ouais. J'ai essayé, mais bon, oui, j'ai voulu faire ça, mais j'ai pas résisté au fait de penser qu'un kiwi, c'est pas seulement un fruit. Oui, c'est vrai. Mais alors, du coup, c'est peut-être plus un paralogisme, encore une fois, puisque tu ne veux pas tromper en disant ça. C'est vrai. Le kiwi étant un oiseau, il y a une contradiction, mais elle est habilement menée. Mais en même temps, on peut dire que tout ce qui vole dans les airs, a priori, aurait des ailes, mais ce n'est pas vrai. Il y a des Ah ouais, choses. parce que tout ce qui vole n'est pas forcément un politicien. Voilà, ouais, c'est rigolo. C'est rigolo Ouais. d'amener les jeux. Alors voilà, donc je crois que c'est assez bon là, hein. Bah, je pense que Ah, c'est Jérôme qui gagne parce que du coup, c'est lui qui a fait le truc le plus valide, moi, avec les bustans et les chevaux, là. Chevaux mortels, c'est pas mal. Qu'est-ce que tu en penses? Alors voilà, donc moi j'ai tiré une autre carte là parce qu'on avance parce qu'il est déjà 13h12. Donc on voit que quand on... Raisonnement. Vas-y, c'est Moi quoi? j'ai un raisonnement inductif là. Ah, purée, moi aussi. Non. Ils ont été mélangés comment, les jeux, là? C'est pas possible. Comment voilà, j'ai un raisonnement inductif. Ouais, moi aussi. 8, 18. 18. 18. Bon, donc tirer un principe général ou une loi à partir d'un fait en particulier. Et toi, Jérôme? alors moi, j'ai discours descriptif. C'est la seule carte qui me reste. D'accord. Donc, il y a une Ben, bataille entre vous. Et moi, j'ai mais un. oui, mais on va être bon, hein. On va être bon parce que on va arriver à 13h30, hein. Bah, c'est parfait. On va avoir fait là. Tu vois, j'aurais cru que ça, on risquait de déborder, mais en fait non. Donc le raisonnement inductif, moi, je vais dire que d'après les statistiques que j'ai pu observer concernant la population française, il y a à peu près 5% de la population française qui a les cheveux roux. 10% de la population française qui sont blancs. Et à peu près 50% châtains. Alors tu pourrais toujours me dire, mais où sont les autres? Donc, tu te débrouilles, hein, ils sont peut-être gris, ils sont peut-être, etc. Mais en tout cas, moi, je vois en termes de raisonnement inductif, ben, ce que ça induit, c'est qu'il est fort possible que mes enfants ne soient en fait ni roux ni blonds. C'est Ça, bien. c'est un principe du raisonnement inductif. J'avais l'exemple, hein, avec le mariage, je donne un exemple, je m'engage et je valide un système institutionnel. Ainsi, j'engage l'humanité sur les voies d'une forme de civilisation. Ça, c'est un raisonnement inductif de Jean-Paul Sartre dans l'existentialisme, hein, vous pouvez prendre le bouquin. Donc, avec le mariage, je donne un exemple, je m'engage et je valide un système institutionnel. Ainsi, j'engage l'humanité sur les voies d'une forme de civilisation. Ça, c'est vraiment inductif. C'est pas déductif, hein. Ouais. Ça induit quelque chose. Après, ce qu'il faut vraiment, moi je pense dans les raisonnements inductifs, ce qu'on peut rappeler, c'est que c'est vraiment une montée en généralité à l'aide de différents exemples. Voilà, pour être bien. Et donc là, Sartre, il donne qu'un exemple. Il dit avec le mariage, je donne un exemple, je m'engage, je valide un système institutionnel. Ainsi, j'engage l'humanité sur la voie des. Il va direct, tu vois, il parle d'un exemple et il induit effectivement une montée en généralité. Hmm. Alors, c'est à Ouais, Jérôme. ouais. Non, vas-y, fais-en. Ah ben non, tu l'as fait, ça y est, ouais, Jérôme. Ah oui, ben, normalement, tu as tiré la même. Donc, la battle, elle devrait avoir lieu entre vous. Et puis, moi, Ah oui, comme j'ai un discours descriptif, je pense que je le ferai après. Je vais vous d'accord. laisser d'abord vous chamailler. Ok. Alors, je dirais, on voit très bien le type d'adolescent
avec son air et ses attitudes de marginal, ses vêtements un petit peu crades et ses cheveux longs qu'on croise un petit peu dans les rues comme ça, ça a tout du délinquant. Donc, ces gens-là, je pense qu'il faut prudemment s'en méfier. Ah, ça me fait penser à Michel Poniatowski quand j'étais adolescent, qui m'avait visé directement parce qu'il avait dit que 25% de la délinquance en France était produite par... plus de 80% de la délinquance en France était produite par 25% de la population. Ah oui, le fait de ramener des chiffres en plus, c'est vrai que donc, il fallait particulièrement surveiller cette population-là. Donc, comme moi, je faisais partie de la population la plus pauvre, et je me sentais inévitablement très surveillé. Mais il n'avait peut-être pas tort sur le phénomène, puisque quand on fabrique de l'insécurité, ben en fait, c'est en fabriquant de la pauvreté qu'on fabrique de l'insécurité. Donc ça, c'est un syllogisme ou c'est un sophisme ou c'est inductif. C'est pas inductif, c'est plutôt un syllogisme. Alors, je vais quand même faire mon travail d'inductif. Figure-toi qu'il y a un meurtre qui a été commis dans un immeuble. Et dans l'immeuble, il y a un mec qui a un casier judiciaire lourd déjà. Donc, la police, naturellement, le soupçonne et procède à l'interroger en premier. Bon, l'induction, c'est son casier, évidemment. Donc ça, c'est des choses qui arrivent toujours. On va commencer par vérifier l'alibi de celui qu'on va soupçonner. Parce que c'est l'intention directement, ça. Voilà, l'induction, c'est le pré-d'intention. Oui. L'induction, ce n'est pas la plaque pour faire chauffer les plats, hein. Mais là, l'induction, c'est ce qui est utilisé parce qu'il y a une sorte de normalisation, en fait. Il y a des statistiques et une normalisation qui viennent dire, dans le cas général, c'est souvent ça, donc on va commencer par ça. Oui, c'est ça, il y a la notion de soupçon aussi qui arrive très, très vite dans le raisonnement inductif. Donc, c'est à moi? Oui. Ben ouais. Alors, je dirais, quand on fait le plein de sa voiture, le réservoir se remplit, comme d'ailleurs l'estomac, quand on a faim, après un bon repas. Et par contre, quand on fait le vide, il y a toujours quelque chose, même si on n'en fait rien. Vous le réfléchissez, celui-là. Vas-y, redis ça. Quand on fait le plein. Quand on fait le plein de sa voiture, le plein d'essence, le réservoir se remplit. Quand on fait le plein d'un bon repas, l'estomac se remplit. Faudrait que j'en rajoute un. Quand on fait le plein d'amour avec sa belle toute la nuit, on se sent vraiment rempli. Et par contre, quand on fait le vide… On a surtout vidé d'énergie dans ton truc là. Quand on fait le vide, il reste toujours quelque chose. C'est vrai. C'est toujours plein, même si on n'en fait rien. Oui, c'est vrai que quand on dit on va faire le vide, il y a toujours quelque chose. Mais ça, c'est du De Vos. C'est l'idée du plein, du vide, oui. C'est du De Vos, c'est 3 fois rien. Il reste toujours 3 fois rien. Et 3 fois rien, c'est déjà quelque chose. Ouais, c'est bien, c'est vrai que ça peut faire penser à ça. Oui, ça fait un peu penser à ça. Mais voilà, donc on a finalisé, mais peut-être, tu peux, Jérôme, tu vas nous faire ton raisonnement là. Toi, tu avais quoi? Tu avais quoi comme raisonnement? Tu avais le raisonnement, le discours descriptif. Oui, c'est ça. Alors, c'est l'idée ça permet de se faire une idée précise du sujet avec des détails, des comparaisons, des précisions de données, de contexte, de couleurs, des qualificatifs et des métaphores. Alors, si vous voulez un exemple, pour renforcer la sécurité publique, d'abord répondre aux besoins de ceux qui ont des conditions de vie précaires. Logement, santé, instruction, travail, rémunération. Voilà. Ça, c'est l'exemple donné sur le discours descriptif. Alors, comme je vous ai laissé passer devant, j'ai eu le temps un petit peu de préparer un truc.
Parce que là, descriptif, ça veut dire qu'il y aura pas mal de choses à dire. Alors, pour vous présenter mon propos, il faut que je m'engage. Et précisément, j'ai le sens de l'engagement. Mais ça, vous l'avez tous Ça, c'est vérifié. vrai. Pardon. Ben, tu vois, tu confirmes ce que j'étais en train de dire et je t'en remercie. C'est ce qui me permet de dire que pour s'engager, il faut s'impliquer. Il faut être motivé. Il faut participer aux actions. Il faut approuver les objectifs et participer à les identifier, les fixer. Mais il y a plusieurs causes d'engagement. C'est soit un abandon de soi au profit de cette utopie que l'on voit, soit c'est une détermination réfléchie. Dans le premier cas, on s'en remet à autrui. On peut aller jusqu'à le contraire de son propre intérêt pour sa cause. Et puis, ça sert à, évidemment, la représentation de l'autre, la représentation d'autrui, quitte à ce que ça lui profite plus qu'à nous. Et dans le second cas, c'est une conception personnelle. C'est une pensée remodelée. C'est une réflexion intense, un projet élaboré, une quête de résultats. Ensuite, selon le cas, tout est cause, raison ou prétexte pour donner du sens à mon action dans laquelle je me suis engagé. Pardon, quelle liaison de merde. Et bien là, pour Ouais, être t'as fait fort. descriptif, c'est descriptif. On a vraiment effectivement un panel d'exemples Hmm. qui argumentent bien ton propos. Et c'était quoi C'était audacieux, je trouve, Ouais, de faire c'était ça quoi sur. les causes tu disais, d'engagement, c'était soit tu t'abandonnes, c'est ça, soit… Soit c'est une pensée remodelée, soit c'est réfléchi, Ah oui, voilà, soit c'est un objectif qui te dépasse et pour lequel tu vas finalement t'enchaîner, te perdre. Soit c'est quelque chose dans lequel tu es pleinement engagé, que tu le fais aussi pour toi et pour lequel tu vas t'impliquer à fond, mais sans pour autant que ce soit négatif pour toi. Je dirais que c'est vraiment, il y a une dimension philosophique, Jérôme, dans ton discours. Mais c'est bien un discours Ouais. descriptif dont on parle. Donc, Alors, c'est un descriptif théorique, mais avec conceptuel, ce qui est audacieux, parce que c'est vrai que c'est parfois plus facile de faire un descriptif plus concret, de se dire, je suis allé en forêt, par exemple, si vous voulez en forêt, vous avez des arbres, tu vois, on voit tout de suite ce qui se passe, c'est du descriptif matériel, tandis que là, c'est du descriptif conceptuel. oui, Ça marche, ça marche. Voilà, donc on a quand même, il y a des possibilités. Hein. On peut faire plein d'autres choses avec ce jeu, mais déjà, moi je dirais, c'est un jeu personnel. C'est un jeu qui permet déjà de se dire, de se tirer les cartes. Hein. Je vois, par exemple, il y a marqué hier. J'ai passé pas mal de temps. J'étais en formation lundi et mardi sur un médiateur 2 pour conclure le cycle de formation des sessions de la formation de médiateur. Et avant, pour certains, il reste le symposium à faire. Et puis, on a parlé beaucoup du raisonnement aporétique. Alors, c'est pas facile de maîtriser ce raisonnement-là, hein, parce que il y a quelque chose de très simple, hein, c'est 4 questions du raisonnement aporétique, mais c'est pas que ça, le raisonnement aporétique, parce que c'est 4 questions qui confrontent une personne à une contradiction. Hein. Et c'est pas évident de confronter quelqu'un à une contradiction. C'est par exemple, la personne est persuadée qu'elle fait tout son possible pour résoudre un problème, et que c'est l'autre qui empêche. Et c'est l'entêtement de l'autre qui empêche. Et je mettais en évidence qu'en fait, l'aporie, le raisonnement aporétique que le médiateur doit maîtriser, eh bien, va consister à confronter les interlocuteurs, hein, les parties, à leurs propres contradictions et à mettre en évidence que c'est l'entêtement de soi qui fait l'entêtement de l'autre. Et ce n'est pas évident. Et donc, si l'entêtement de soi fait l'entêtement de l'autre, si je demande que l'autre change, tandis qu'il ne veut pas changer,
moi-même, je ne suis pas en train de vouloir changer, puisque je demande que l'autre change. Mais dans ma tête, je me dis, tu vois, moi je fais un effort, je te demande. Tandis que toi, tu exiges. On ne voit pas bien la différence. Mais donc, c'est amener les gens. Donc, voilà, c'est ça, l'entraînement de ces cartes, c'est de pouvoir à la fois s'approprier des définitions, mais s'approprier aussi des modes de raisonnement. C'est pas facile parce que là, on s'amuse à se balancer des raisonnements, mais ça veut dire qu'on s'entraîne aussi. On entraîne notre cerveau à fluidifier des recours à des modes de pensée qui ne sont pas forcément ceux que l'on a. Alors après, bon, c'est vrai que ça ne fait pas des grands affrontements, on n'est pas là pour vaincre l'autre, même si en réalité, la rhétorique, c'est comme je l'ai marqué sur le jeu, la rhétorique, c'est l'art de la guerre. Hein, c'est ni plus ni moins que ça. Regardez, écoutez, reprenez les discours qui ont été ceux pendant la période Covid, la période dite Covid, hein, parce que moi, je dis, cette période-là était complètement fictive. Alors, c'est terrible de pouvoir dire ça, parce que tu dis, mais pourquoi, comment tu peux dire ça? Tu te rends compte, des milliers de personnes se sont impliquées là-dedans, des savants, etc. Mais oui, des savants, et d'autres non. D'autres ont refusé de dire que c'était une période Covid. C'était une période déclarée Covid. Et regardez que il y a eu des discours qui ont déclaré la guerre. C'est la victoire du sophisme, cette période Covid. Et ça, oui, ça a été la victoire du sophisme. Et non seulement déclarer la guerre, mais avec des couvre-feux. Souvenez-vous de cette période absolument incroyable où on était obligé, sinon amende, de se faire des autorisations de sortie de chez soi. Non, mais c'est quand même quelque chose. Je veux dire, on me raconte ça, je rigole. Oui, et puis de dire faire la guerre à un virus. Un virus. Voilà. Donc, c'était énormément de sophismes comme ça qui sont passés. Oui, des sophismes. Tous vaccinés, tous protégés, enfin, énormément Alors que vaccinés, tous protégés, alors que simultanément, on disait que le vaccin ne protégeait pas. N'empêchait pas la contamination et n'empêchait pas aussi d'être soi-même contaminé. Donc, dans un sens et dans l'autre. Donc, c'est quand même quelque chose. Le sophisme était le roi, le sophisme roi. Parce que, justement, excuse-moi, je te coupe un peu, Jean-Louis, mais tu me fais rebondir sur le fait que la première chose qui prime, je le redis, on l'a déjà dit lors de diverses émissions, mais lorsqu'on écoute ou lorsqu'on reçoit un message de l'extérieur, la première chose qui prime, c'est quand même l'émotion. L'émotion vient contaminer, polluer la raison. Et si on est attrapé, je pensais à ce clip là où on voit une grand-mère à l'hôpital avec des tuyaux dans le nez et puis on s'adresse aux enfants en disant, ben voilà, tu vois, si tu t'étais protégé, grand-mère, elle n'aurait pas chopé le virus. C'est quand même un raisonnement inductif pour le coup. Ah oui, oui. C'est l'émotion. Si on est attrapé par la peur à un moment donné, c'est pour ça qu'on ne peut pas en vouloir à toute la population mondiale qui a non, bien sûr. C'est que l'émotion a primé sur la raison. Et alors, il y a des génies du sophisme, ou des génies en tout cas pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais c'était gros comme une maison quand même. Hein. Alors, ouais, enfin, la métaphore, elle est un peu bizarre, gros comme une maison. Tu pourrais prendre un immeuble ou une pyramide. Mais non, il y a aussi autre chose. Hein, il y a quelque chose qui a préparé le terrain à ces approches-là. Ça s'appelle le nudge. Oui, techniquement. Moi, enfin, j'ai attiré l'attention très tôt, quand le nudge est sorti, j'en parlais, je disais attention, il y a un truc qui est en train de se développer. Ça s'appelle le nudge. Attention, il va se passer quelque chose avec ça. Et figurez-vous qu'il s'est passé quelque chose que les cabinets, que ce soit en Angleterre, que ce soit en France, en Allemagne, ils ont créé des structures nudge. Ah oui. On ne sait pas ce que c'est devenu, mais il y a eu des structures nudge qui ont été mises en place pour préparer à convaincre la population de se comporter d'une certaine manière dans une certaine situation. Donc, j'ai trouvé que c'était très intéressant. Alors, bien sûr, quand vous entendez ce qu'on est en train de dire,
En tout cas, ce que je suis en train de dire, ce que Jean-Bruno aussi a dit, et ce que Jérôme partage, je sais bien, il ne dit rien, mais est-ce qu'il partage aussi, mais il saurait bien dire s'il ne le partageait pas. C'est le fait que on est en train de vous dire que les médiateurs professionnels doivent impérativement réfléchir au sens de ce qui se dit et des idées qui sont défendues. Par exemple, je l'appliquerai à des déclarations comme une personne est désignée comme étant une personne qui fait du harcèlement. Quand à chaque fois que j'interviens dans une entreprise, évidemment, il y a une personne qui peut se plaindre de harcèlement, et puis l'autre qui est désignée comme étant la personne harceleuse. Si j'arrive et que je valide la posture de victime et de bourreau, de plaignant et de personnes mises en cause, eh bien, je rentre dans une logique qui est celle qui fait autorité dans un contexte. L'autorité, ça peut être bizarre, l'autorité, ça peut être tout simplement l'autorité de diagnostic. De diagnostic, c'est-à-dire des personnes qui ont dit que c'était comme ça, la répartition des rôles était celle-là, et qu'on doit aborder le sujet de cette manière-là. Eh bien, c'est plus de la médiation professionnelle qu'on fait, c'est de la médiation traditionnelle éventuellement, mais c'est pas de la médiation professionnelle. C'est-à-dire qu'on ne donne pas la possibilité aux personnes de sortir de la représentation dans laquelle elles sont enfermées par le diagnostic que j'appellerais un diagnostic de pseudoscience. Alors, c'est vrai que sur le coup, pour les médiateurs professionnels, il y a une lourde responsabilité dans l'approche de l'aide et de l'assistance aux personnes. Et je le dis, c'est important que les médiateurs professionnels sachent s'extraire des influences, quelle que soit leur nature. C'est pas facile de s'extraire d'une influence parce que parfois, ça veut dire se couper d'une forme de relation avec les systèmes d'autorité. Mais de ça, nous, on se dit c'est pas grave parce que si vous voulez vraiment résoudre un différend, ben on le voit, c'est l'approche des médiateurs professionnels qui l'emporte en termes de résultats. Donc, je vous le dis, si vous voulez décider de quelque chose, eh bien, choisissez les médiateurs professionnels, c'est allomédiateur.com. Hein. Vous pouvez prendre le médiateur, et si le médiateur n'arrive pas, une fois que vous avez choisi le médiateur, et que le médiateur n'arrive pas à vous accompagner, il bloque, n'hésitez pas. Prenez contact avec la CPMN, cpmn.info. Parce que si vous avez fait le choix de prendre une décision par vous-même, de faire un projet par vous-même, les médiateurs professionnels sont là et se mobilisent pour vous accompagner et pour vous aider à résoudre les différends. Parce que l'art du langage, c'est celui des médiateurs professionnels. Moi, je vous remercie de votre écoute. Et puis, quant à moi, je vous dis à mercredi prochain. Mais probablement, Jérôme a quelque chose à vous dire. Alors oui, j'ai bien quelque chose à vous dire. Alors, vous avez vu cette émission. Alors, on n'a pas dit qui était le vainqueur, mais je vous laisse décider, je vous laisse choisir. Hein, le vainqueur, c'est celui qui progresse sur la voie de la maîtrise des processus rhétoriques, du jeu de la rhétorique. La semaine prochaine, on va avoir une émission, encore une fois, un peu spéciale. On va parler d'un livre. On vous a déjà parlé du livre blanc de la profession de médiateur. Peut-être qu'on y reviendra d'ailleurs à un moment donné. Mais la semaine prochaine, on va parler du livre qui est sorti il y a déjà maintenant depuis le 1er juin, je pense, Jean-Louis, si je ne me trompe pas, qui sont les bribes de la pensée. Alors, qu'est-ce que c'est les bribes de la pensée ? Alors déjà, si vous avez reçu votre livre, moi je ne l'ai toujours pas reçu. Moi non plus. Toi non plus. Moi non plus. Moi, je l'ai reçu. Ça, c'est trop fort. Donc, on va Alors, vous en il y parler. a un petit souci. Il y a un petit souci, c'est que je serai à Abidjan la semaine prochaine. Donc, alors bien sûr, on va se connecter, hein, je vais me connecter, mais je serai à Abidjan. Quand je dis un petit souci, ça va être l'aventure de la connexion, parce que parfois, c'est délicat. Mais on va faire en sorte d'avoir une bonne connexion, comme j'avais tout à l'heure avec Linda Sangaré, qui est avocate à Abidjan et qui participait à une réunion sur
un projet de livre blanc aussi, je dis, sur le système judiciaire. Donc, il y a un projet, et Linda, qui est avocate en Côte d'Ivoire, avait une très bonne connexion. Donc, j'espère que je pourrai avoir la même connexion, parce que parfois, c'est un peu difficile. Il faut que tu sois là parce que moi, je n'ai pas terminé ton bouquin et Jérôme ne l'a pas reçu. Il n'a pas lu pour en parler. Mais il y a plusieurs personnes qui l'ont reçu et qui l'ont lu. Et donc, ça serait peut-être possible de voir des personnes qui l'ont lu et qui sont intéressées à ça. Hein? Un appel va être fait évidemment à tous ceux qui l'ont reçu, lu, s'ils veulent participer et pouvoir aussi partager leur expérience, leur réflexion sur ce qu'ils ont lu. À ce livre est associée aussi une formation, donc ce sera l'occasion d'en parler à ce moment-là. Mais il y a plein de choses qui découlent de cet ouvrage, parce que cet ouvrage découle d'une réflexion que tu mènes depuis déjà plein d'années. Oui, c'est vrai. Comme souvent, mais c'est vrai que celui-là aussi sur le développement personnel un peu et sur comment faire pour finalement être dans la réflexion, ça veut dire donc dans la raison, etc., etc. Donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à 12h30, mercredi 12h30, pour cette émission sur les bribes de la pensée. Vous le verrez, il y aura peut-être des surprises de connexion ou des surprises d'invités sur le plateau. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci Edia de cet avis sur le fait de l'Internet qui bug là-bas et puis de ce souhait d'un bon séjour à Abidjan. Ça sera avec plaisir. Merci à tous.